On va passer au volet postcolonial et des Suds sur l'intérêt et l'actualité de ce livre pour les sociétés postcoloniales, qui est une des thématiques qui me tient aussi particulièrement à partir de mes recherches et qui tient aussi Tassadit. Lorsqu'on travaillait sur l'édition de ce livre, on pensait beaucoup à l'utilité que ce livre pouvait avoir pour les sociétés du Sud. Pour parler de ces aspects, nous avons invité Mohamed Amin Brahimi, dont les travaux sont à l'intersection des études postcoloniales d'une sociologie des intellectuels et de la sociologie de l'islam, et qui sont déjà parus dans des revues comme Sociological Review, Sociologica, Arc de la recherche en sciences sociales, et Franck Poupeau, qui mène depuis longtemps de recherche, comme vous pouvez le voir avec son écran, sur les inégalités et les processus révolutionnaires en Bolivie, et qui est l'auteur de cet ouvrage, Les mésaventures de la critique, édité aux éditions Raison d'Agir, entre autres livres qu'il a publiés aux éditions Raison d'Agir, et d'un ouvrage à paraître, Altiplano, fragment d'une révolution, Bolivie 1999-2019, apparaître aux éditions Raison d'Agir très bientôt. On va donc faire parler un peu les Suds entre l'Afrique du Nord et l'Amérique du Sud. Et je commence par Mohamed Amin Brahimi. Un des caractères importants de ce livre est de se saisir du moment historique de transition qui a permis d'observer non seulement comment le monde colonial était, mais comment de formes des dominations coloniales et sociales s'est perpétuées au-delà du colonialisme. En quoi ce livre offre des éléments de compréhension sur le devenir de l'Algérie postcoloniale. Tout d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs de cette discussion pour l'invitation, particulièrement Amine Pérez. L'ouvrage de Pierre Bourdieu, Travail et travailleurs en Algérie, m'interpelle de plusieurs manières. Tout d'abord, étant algérien, je suis moi-même le produit de cette Algérie coloniale que Bourdieu décrit si bien. Et deuxièmement, j'ai fait ma thèse au CSE. Je suis donc sensible à la pensée de Pierre Bourdieu, malgré le fait que je n'ai pas travaillé particulièrement sur l'Algérie. Dans mon intervention, je vais essayer de lier les questions soulevées par Pierre Bourdieu dans son ouvrage et le développement ultérieur que va connaître l'Algérie postcoloniale. Autant en Algérie que dans les autres anciennes colonies, il y a donc une continuité des questions coloniales. Il s'agit d'explorer de nouvelles temporalités. L'intérêt d'une telle transgression chronologique n'est pas de remettre en compte l'indépendance de l'Algérie. Si l'Algérie serait encore une colonie française, je ne serais probablement pas en train de vous parler, mais plutôt d'évaluer les continuités des systèmes de représentation et la manière dont elles court-circuitent le développement post-indépendance des anciennes colonies. Dans ce cadre, la question du travail et du chômage dans l'Algérie contemporaine est une question centrale, particulièrement à travers le prisme du sous-prolétariat, cette armée de réserve que décrit très bien Bourdieu et qui est obligée de quitter sa campagne natale pour aller chercher une subsistance dans les zones urbaines. La trajectoire de cette classe ou de ce groupe social nous permet de mettre en lumière toutes les défaillances de la gestion de l'Algérie post-indépendance. Elle dévoile aussi les parallèles entre les anciens et les nouveaux maîtres. Pour ce faire, nous allons tenter d'ouvrir des pistes d'analyse à travers un retour chronologique sur l'histoire contemporaine de l'Algérie postcoloniale. Sous Ben Bella, le premier président algérien, puis par la suite sous Ouari Boumediene et Chadli Benjedid, l'Algérie va être gouvernée par un parti unique, le FLN, comme façade de l'état-major de l'armée et la police politique. Dans les années 60, pour ce pouvoir, il s'agit surtout de garantir un emploi et un revenu décent à toute la population. Cependant, la mission est très difficile. Comme Bourdieu l'a montré, l'extrême précarité de l'emploi des Algériens pendant la période coloniale, leur exclusion massive du marché de l'emploi stable et de la protection sociale, l'importance de l'analphabétisme, plus les ravages de la guerre et de l'exode rural sont de multiples freins. Durant les premières années de l'indépendance, la forme de l'emploi n'a donc pas beaucoup changé d'aspect et ressemble beaucoup au type colonial. Pour pallier à cette situation, on essaie de mettre en place des coopératives, des comités de gestion, et on essaie de distribuer du matériel agricole au service de la population, des populations pour lancer de grandes campagnes de mise en culture des terres. Improvisées et désorganisées, ces opérations ou cette révolution agraire se soldent par un échec. En parallèle, le phénomène de pauvreté rurale augmente en Algérie
et trouve en grande partie ses origines dans la faiblesse de la politique d'aménagement du territoire. L'exode rural en direction des pôles industriels et administratifs du Nord, en grande partie à cause de la différence des conditions de vie entre la campagne et la ville, ainsi que la dévalorisation du travail agricole, ne fait qu'augmenter au fil des années 60, 70 et 80. Dès lors, on ne peut pas s'empêcher de penser aux milliers de paysans qu'évoque Bourdieu dans Travail et travailleurs en Algérie. Ces sous-prolétaires parqués en marge des grands centres urbains vont être le moteur de la contestation dans l'Algérie postcoloniale, comme ils l'ont été contre le pouvoir colonial. En effet, de cette paupérisation résultera de fortes tensions sociales. Les années 80 ouvrent un cycle de contestation populaire. D'abord la Kabylie et le printemps berbère, les émeutes de Constantine, Sétif et finalement les événements d'octobre 88. C'est au niveau des périphéries des villes que la question de la reproduction sociale prend une signification dramatique et crée des foyers d'instabilité et de turbulence. C'est dans ces lieux que les mécanismes d'exclusion repoussent les groupes et couches populaires vers les zones les plus dégradées de la ville où les concentrations urbaines est énorme. Dès lors, on parle de quartier dortoir. Ce contexte trouble voit la première ouverture démocratique à la suite des émeutes d'octobre 88. Libération des prisonniers politiques, libéralisation des médias, multipartisme et première élection libre. À l'époque, la colère sociale va être absorbée par le Front islamique du salut. Des pans entiers de ce sous-prolétariat vont choisir ce parti islamiste. À la clé, deux victoires électorales, l'élection municipale de juin 1990 et l'élection législative interrompue de 1991. On retrouve dans ce mouvement, qu'il faudrait étudier sociologiquement, pour citer Bourdieu, le radicalisme du sentiment, expression incertaine et incohérente d'une condition caractérisée par l'insécurité, et qui produit souvent des révoltes légitimes, mais qui s'expriment dans le langage du système. Comment se départir de la pensée du parti unique après 30 ans de règne? Bien sûr, cette question se pose pour la presse, pour les hommes politiques, mais aussi en termes de classe sociale. On a vu durant cette entrée par effraction dans la démocratie, pour reprendre l'expression de Aït Ahmed, une polarisation entre les classes marginalisées durant les premières années d'indépendance et ceux qui gravitent autour de l'orbite de l'État postcolonial sous fond d'insécurité et de manipulation médiatico-politique. La dernière élection démocratique en 1991 a été interrompue par un coup de force militaire qui a ouvert la voie à une sale guerre. Ce conflit armé coûta la vie à 200 000 personnes avec des milliers de disparus et plus ou moins 1 million de personnes déplacées. Là encore, l'ombre de la violence coloniale hante l'Algérie avec la massification de la pratique de la torture et des disparitions forcées. Cette violence silencieuse, pour reprendre les termes de Bourdieu, inscrite dans les institutions et les corps, et qui touche fortement les classes populaires. Et comme sous l'ère coloniale, elle s'exprime aussi économiquement. On voit d'abord de nouveaux flux migratoires massifs vers les agglomérations urbaines pour fuir la violence et pour chercher de meilleures conditions de vie. L'emploi informel se développe de manière endémique dans les années 90 à la faveur du déclin du secteur public, dû en grande partie à de nouvelles législations votées à l'époque sous la pression du FMI. Le parallèle avec l'enquête sociologique de Bourdieu sont prégnants. Il décrit bien les épreuves qu'impose la transformation du marché du travail, ainsi que les expériences de chômage et de précarité alliées à la violence de la guerre de libération. De manière similaire, la violence du conflit armé des années 90 passe aussi par la destruction des acquis sociaux post-indépendance. C'est dans ce contexte chaotique que Bouteflika est élu de manière controversée en 1999. Son premier but est de mettre un terme au conflit armé. Deux projets de loi en 1999 et en 2005 permettent d'amnistier les différents protagonistes de ce conflit et criminalisent toute tentative de recours juridique pour les victimes. Le règne de Bouteflika, qui dure 19 ans, malgré son état de santé grave, pérennise un multipartisme de façade dont le but premier est la capture des bénéfices de la rente et sa redistribution à travers des réseaux clientélaires. En marge de la vie politique et en marge de ces réseaux clientélaires, l'Algérie a été rythmée par d'innombrables émeutes ou soulèvements populaires spontanés qui n'ont épargné aucune partie du territoire national. Cette situation vient confirmer un état d'anomie et de dérèglement social que le pouvoir contribue à entretenir. On voit aussi émerger des mouvements sociaux pluriels
en marge des organisations structurées, partis ou associations. Printemps noir, mouvement des chômeurs, mouvement contre le gaz du schiste, etc. Cette routine a été basculée à partir du 22 février 2019 par le début du Hirak. Cette manifestation pacifique démontre le génie populaire. Elle mène à la fin du règne de Bouteflika et, et les manifestations ont repris récemment après une trêve due au Covid. C'est toute une jeunesse sans avenir issue de ces mêmes cités dortoirs qui reprend le devant de la scène. Persécutés et criminalisés par le régime, ces millions de jeunes qu'on a souvent dépeints comme nihilistes passent avec le Hirak à de nouvelles formes de révolte non violente. À l'avant-garde des manifestations, ils répondent au pouvoir à chaque vendredi à l'aide de slogans toujours plus ingénieux et qui trouvent leur origine dans les stades de foot. C'est un nouveau vent de liberté qui touche à l'Algérie et qui exprime une volonté de poursuivre les idéaux de la guerre de libération et de fonder un État civil et démocratique. Le Irak, comme la guerre d'Algérie pour Bourdieu, interroge la place du sociologue au sein d'un mouvement révolutionnaire. Peut-être que comme chercheurs, nous devons poser la question de Bourdieu, qu'Amin Peras souligne de manière habile dans sa note éditoriale, se demander à quelles conditions les individus peuvent cesser de souffrir seulement leur souffrance pour la considérer et la comprendre. Merci beaucoup, Mohamed Amin Brahimi, de ce portrait un peu sur les séquelles du colonialisme et de la domination nationale dans le devenir un peu de l'Algérie indépendante, à partir donc des analyses développées dans Travail et travailleurs en Algérie. Et pour ce qui est aussi du prolongement de ce livre, là, donc non seulement en Algérie, mais aussi en France, je vous invite à lire notamment les travaux d'Abdelmalek Sayad sur le devenir de ces sous-prolétaires algériens, ces paysans des paysannées qui vont vers les zones urbaines de l'Algérie et ensuite en France, et pour comprendre la double condition qu'ils vont subir d'immigrés et de OS, d'ouvriers spécialisés à vie, tout comme les travaux, par exemple, de Michel Pialou, qui me semble qui est là et qui ont été édités récemment aux éditions Raison d'Agir avec ce livre, Le temps de l'écoute, ou le temps d'écouter, les métamorphoses de la classe ouvrière, qui a commencé avec Sayad et a commencé, s'est converti un peu à la sociologie à travers ce livre Travail et travailleurs en Algérie, en analysant un peu la question du sous-prolétariat dans les bidonvilles de la zone parisienne, tout comme les travaux de Laure Pitti, Gérard Noiriel ou Emmanuel Blanchard dans son histoire de l'immigration algérienne en France, qui insiste sur l'intérêt des analyses de travail et travailleurs en Algérie pour comprendre le sort des travailleurs algériens en France. Franck Poupeau, un des aspects de cet ouvrage clé tient à sa résonance avec d'autres sociétés postcoloniales. Le cas de l'Amérique latine et de la Caraïbe sont assez intéressants en ce sens. Il y a eu même une expérience au Brésil qui a reproduit le modèle de travail et travailleurs en Algérie pour comprendre les effets de la disparition des mondes des plantations et la précarisation des ouvriers de la canne à sucre, entreprise notamment par Afranio Garcia, Marie-France Garcia, José Sergio Leite López, qui doit être là aussi, Moacir Palmeira, Béatrice Heredia, Ligia Sigo et Rosilem Alvim. Outre les analyses développées dans ce livre sur l'économie de la misère, il apporte des outils importants pour comprendre les formes de résistance et les processus révolutionnaires des terrains où l'on a tendance à méconnaître les apports de la sociologie de Bourdieu. En partant de ton long terrain d'enquête en Bolivie, en quoi Travail et travailleurs en Algérie permet de penser autrement la révolution et le politique dans les sociétés postcoloniales? Merci Amine pour la question et merci pour l'invitation. Alors, je voulais tout d'abord dire que quand je débarque en Bolivie à la fin des années 90, je suis juste inscrit en thèse de sociaux. J'ai de la chance par rapport à ce qu'avait vécu Bourdieu avec Aron. Moi, il m'encourage à continuer à aller là-bas, à étudier un peu les sous-prolétaires boliviens. Évidemment, sans doute parce que j'étais assez digne d'étudier ça. Non, je pense plutôt qu'il voulait m'avoir un peu loin des couloirs du Collège de France. Je devais être un peu turbulent à l'époque. Et voilà, j'étais envoyé un peu traîner mes guêtres et faire mon apprentissage en Amérique du Sud. Et c'était une belle expérience. Là-dessus, paradoxalement, je n'avais pas vraiment travaillé en Algérie. Il y avait quelques volumes qui circulaient ça et là en bibliothèque, mais grâce à Marie-Christine Rivière et Gabriel Balache, j'avais accès à quelques textes
qui à l'époque était dans la bibliothèque de Bourdieu, dans son bureau. Donc, il y avait les sous-prolétaires algériens, qui était un texte qui était paru juste dans je ne sais plus quelle revue, je ne l'ai pas retrouvé là. Il y avait Révolution dans la Révolution, un titre qui a été pillé ensuite par Régis Debray dans son analyse de l'Amérique latine. Et il y avait un autre texte qui était paru, et là je l'ai sous les yeux, parce qu'on l'a republié dans l'intervention, dans l'Algérie de demain, qui était De la guerre révolutionnaire à la révolution. Et voilà, c'était un peu mes outils premiers pour analyser ce qui se passait dans la Bolivie insurgée du tournant des années 2000, en fait. Et c'était vraiment un peu les seuls outils disponibles. C'est voilà, l'étude des révolutions en Amérique latine était quand même très, très dominée, on va dire, pour aller très, très vite, hein, par des Touréniens. Il y avait aussi Bourrico, il y avait eu pas mal de gens là-bas. Donc, sur la Bolivie, c'est Jean-Pierre Lavaux qui venait de ces écoles-là. Et donc, au niveau théorique, j'allais dire, j'étais plutôt insatisfait, enfin théorique et même méthodologique. Au niveau des cadres de compréhension, j'étais un peu insatisfait de ce que je trouvais. Et c'est vrai que un des seuls éléments d'aide pour comprendre un peu ce qui se passait, c'était ces petits textes-là qui étaient photocopiés par Marie-Christine et que j'emportais un peu toujours avec moi et qui sont à l'origine d'un projet qui s'appelait Intervenciones Políticas, qui paraît d'abord en Bolivie avant de se transformer dans un gros livre chez Agone 2 ans plus tard qui s'appelle Intervention. Voilà. Et l'idée, c'était de mettre à disposition aussi des chercheurs boliviens qui à l'époque, étaient très, très coupés de la recherche européenne. En général, l'Amérique latine, à la fin des années 90, avait un peu perdu le contact avec l'Europe, bon, à part le Brésil, qui était un cas à part. Mais les flux d'échanges avec notamment l'école des études, c'était un petit peu tari. Tourelle lui-même avait quitté le terrain chilien, qui était un de ses premiers terrains. Voilà. Donc, c'était un peu une mise à disposition de ces textes-là qui avait fomenté le projet d'intervention qui avait été relu, validé par Bourdieu. J'avais même un exemplaire où il corrigeait mes fautes d'espagnol directement dans le texte. Alors, pour comprendre ce qui se passait, et c'est vrai que par rapport à… quand je me dis j'aurais dû être plus attentif à l'époque à ce que faisait Afranio, Garcia, Marie-France Garcia, toute l'équipe, tout ce qui avait été fait au Brésil. Mais en Bolivie, on était beaucoup plus pris dans les phénomènes insurrectionnels, hein, les blocages de route, les affrontements très, très violents, les morts éventuellement aussi. Et donc, c'était moins la situation de domination coloniale qui était en jeu que cette situation révolutionnaire au sens large qui allait déboucher sur l'élection du premier président indigène de Bolivie en fin 2005. Du coup, voilà, il y avait quand même une parenté, enfin une similarité de situation, hein, de situation un peu post-coloniale dans un cas et dans l'autre, et les outils qui étaient de l'attention sur ces gens tout en bas, ce qu'on appellerait aujourd'hui les subalternes. Alors pour le coup, et bon, je vais aller vite pour aller à l'essentiel. Pour le coup, je me rappelle tout à fait que je parcourais inlassablement ce texte de la guerre révolutionnaire à la Révolution. Et il y a des phrases qui m'avaient intrigué, notamment, vous trouverez page 31 d'intervention, force de révolution, la paysannerie n'est pas une force révolutionnaire au sens vrai. Waouh! Ça, j'ai médité pas mal sur cette phrase. Et la page suivante, vous avez la même chose est vraie du sous-prolétariat des villes. Chômeurs, manœuvres, journaliers, marchands ambulants, petits employés, porteurs, commissionnaires, gardiens, etc., etc. À force je crois que je n'ai pas tout à fait pigé et toujours pas pigé l'ensemble enfin, la portée de tout ça, mais il y avait un peu un signal d'alerte par rapport à, on va dire, à des visions quelque peu spontanéistes que l'on retrouve des dominés, de l'autonomie des dominés, y compris dans les études postcoloniales ou dans les études subalternistes inspirées de James Scott, à savoir l'idée que parce qu'on est dominé, parce qu'on est en bas de la hiérarchie sociale, les insurrections, les mobilisations se font quelque peu spontanément, naturellement. Voilà, donc moi en Bolivie, j'avais toute une littérature et un ensemble de propos, de discours qui étaient soit révolutionnaires, soit très, très réactionnaires au contraire, et qui prenaient notamment les populations d'origine indigène comme vraiment des gens indomptables, naturellement mobilisés, naturellement en guerre contre le système colonial, ou naturellement sauvages. Hein. La dernière présidente qui a fait le coup d'État en Bolivie parlait des hordes qui allaient débarquer sur La Paz.
Donc, il y a toute cette imagerie qui était d'un côté et de l'autre, cette vision quelque peu enchantée ou au contraire un peu démonisée des classes subalternes. Comme Loïc l'a rappelé, ce n'était pas tout à fait le propos de Bourdieu. La problématique de l'époque des années 60, c'était est-ce que la classe révolutionnaire, c'est les paysans ou est-ce que c'est les ouvriers? Est-ce que c'est le modèle russe ou le modèle chinois? Enfin, l'inverse. En Bolivie, il y avait un peu de tout, puisque les mobilisations mélangeaient à la fois les confédérations paysannes, pardon, les confédérations d'organisations paysannes, les juntas vecinales, les comités de quartier et évidemment les syndicats ouvriers. Mais en l'occurrence, plus que le contenu même, c'était l'approche qui me paraissait importante et qui donnait un peu cette distance critique par rapport au discours enchanté, on va dire, des mobilisations qui, et c'est normal quand on a une telle transformation sociale et de tels bouleversements politiques dans un pays, accompagner les mobilisations. Et donc, personnellement, donc là je vais aller conclure un peu plus vite là-dessus, l'importance de ces textes, c'était vraiment de prendre de la distance avec l'idée de classe subalterne, qu'elle soit paysanne ou urbaine, directement politisée, et de mettre l'accent sur les conditions sociales de la politisation, de l'accès à la politique, qui est un problème qu'on retrouvera évidemment beaucoup plus tard dans la distinction notamment, mais même dans le texte sur l'opinion publique, et sur le fait que pour se mobiliser, il faut des ressources, et c'est là-dessus qu'on a commencé à travailler aussi avec quelques autres sur le capital militant, pour expliquer les conditions sociales, parfois institutionnelles, de l'accès à la politique. Voilà, donc en ce qui me concerne, l'importance de travail travailleur, même de façon un petit peu indirecte là-dessus, c'était vraiment un éclairage un peu différent par rapport au discours engagé dans les luttes sur l'immédiateté, la spontanéité de ce qui se passait, et du coup des orientations d'enquête un peu différentes, puisque du coup il s'agissait au final de trouver des éclairages, des angles d'approche sur les structures de base, sur les organisations sociales, sur les structures économiques notamment qui étaient en jeu, comme les coopératives d'eau, coopératives paysannes, comités d'irrigation, comités de quartier, et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui permettait à un pays comme la Bolivie, qui n'est pas l'Algérie, mais qui présentait certaines similarités, d'entrer dans un tel cycle de mobilisation et de révolution politique, sociale, culturelle, symbolique et démocratique aussi profonde dans les années où j'ai eu la chance de les observer. Voilà, je vous remercie. Merci Franck pour ces éclairages et cette application de travail travailleur en Algérie et ces autres travaux de Pierre Bourdieu en Algérie dans le contexte de la Bolivie. Et je pense que cette question des résistances, des formes de mobilisation sociale, euh, à partir donc de l'approche informée par des enquêtes de terrain, peut faire très bien le lien avec notre prochain volet, et qui est le dernier, la question des rapports entre une science engagée et l'idéologie.